À plusieurs reprises dans Duel Time sur Delicious, la Oris Big Crown a recueilli les suffrages des abonnés. Et oui, à chaque fois qu'il y avait un Duel Time avec des alternatives, la Oris Big Crown, notamment Point to Date, était choisie par beaucoup d'entre vous. Mais vous le savez bien, une photo, ça ne suffit pas pour comprendre et connaître une montre. Et ben, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Séraphin qui va nous raconter son histoire avec sa Oris Big Crown Point to Date. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Séraphin, ça va? Salut Xavier, ça va super et toi? Je suis ravi de t'accueillir. Merci beaucoup de l'invitation. Il a beau avoir la date, les amis, sur sa montre, on a dû décaler 3-4 fois avec tout ce confinement, déconfinement, mais maintenant, on peut enfin se voir. Quel plaisir. C'est cool. Et on y va. T'es venu avec? Je suis venu avec. Eh, c'est beau. Allez, montre-nous cette montre. Alors, la voici sur le bracelet cuir. Super. Bracelet avec boucle ardillon, les amis, ça veut dire que je vais pouvoir la mettre. C'est vrai. Est-ce que je peux l'essayer? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce que tu me prêtes? Je te prête une Tag Heuer série 6000, la montre que j'ai eue pour mes 30 ans. Super. Et c'était pas avant-hier, les amis, c'était il y a quelques années. Alors, raconte-nous cette Oris Big Crown cadran bleu, si je ne me trompe. Cadran bleu. Ouais. Cadran bleu, effectivement. Donc, c'est une montre que j'ai achetée décembre 2018. Ouais. Et je l'ai achetée, en fait, c'est ma première montre mécanique. C'est la montre que mes parents m'ont offert pour célébrer mon diplôme Super. d'ingénieur. Donc, Wow, le mec, en plus, c'est un scientifique énorme. ouais, scientifique, mais bon, non, pas réellement, pas très fort. Et finalement, en fait, cette montre-là, ouais, c'est la première, c'est celle sur laquelle j'ai flashé lorsque je me suis plongé dans la recherche de cette première montre méca. Et finalement, aujourd'hui, c'est vraiment un gros plaisir de la repasser à chaque fois et de redécouvrir ce cadran. Elle est néo-vintage, un peu vintage beaucoup. Il y a plein de choses à raconter. Type aviation, on pourrait dire aussi. Type aviation, le Big Crown, effectivement, pour que les pilotes puissent la manier avec les gants à l'époque. Montre lancée en 1938. J'ai révisé. Oh, le mec est d'entrée, il est en train d'attaquer sur le quiz, mais je lui ai réservé des petites surprises, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ouais, lancé en 1938, néo-vintage, effectivement 40 mm. Donc on se rend compte que finalement c'est quand même une montre qui est assez contemporaine, Ouais. mais très sympa et finalement je la trouve vraiment efficace. Efficace, ça c'est ton adjectif. C'est mon adjectif, je l'ai donné, j'ai lancé. Ouais. Alors efficace, ça peut paraître un peu bateau en fait comme adjectif, ça peut même paraître un peu nul. Mais en fait, pourquoi je la trouve efficace? Déjà, effectivement 40 mm. Je trouve que ça va très bien sur mon poignet. C'est quelque chose qui n'est ni trop gros pour moi, ni trop petit. Effectivement, j'aime quand même qu'on ait de la présence. Le verre saphir, donc efficace parce que c'est vraiment hyper résistant, pour la vie de tous les jours, c'est génial. Ouais. Et la date, le quantième. Et effectivement, moi, sur une montre, j'aime bien avoir le quantième. Je trouve ça, c'est la petite touche en plus et le fait que ce soit une aiguille supplémentaire ici, tu vois, Ouais, bien c'est sûr. quelque chose qui change comparé à un guichet un peu plus classique. qu'on Bien pourrait sûr, retrouver. quand elle est sortie en 1938, elle avait déjà cette date comme Elle ça. avait déjà ce pointeur date avec la flèche rouge. Ouais. Et effectivement, c'est vraiment, je pense, la marque immuable de ce modèle, c'est ce petit pointeur sur le quantième. Ok, donc c'est un cadeau de tes parents. C'est un cadeau de mes parents, effectivement. Ouais. Il a été un petit peu assisté ce cadeau? Alors, en fait, c'est un cadeau financier dans le sens où ils m'ont dit « qu'est-ce que tu veux ?» Je me suis dit « une montre? Ok, et quelle montre ?» Donc voilà, en fait, c'est moi qui suis allé la chercher, c'est moi qui ai fait les différentes boutiques, les différents sites, mais finalement, ils l'ont payé. Ok, ça marche. T'as hésité avec quoi d'autre? Alors au début, j'étais sur une montre beaucoup plus classique, beaucoup plus habillée, une Hamilton intramatique Ouais. en PVD or jaune. Ouais. Et finalement, je suis tombé sur la Oris et j'ai vraiment aimé le côté moins clinquant, le Ouais. côté plus… Effectivement, je pense que le côté historique aussi m'a plu. Et il y avait un côté peut-être un petit peu plus qualitatif dans la finition. Autant l'intramatique, je l'ai porté une fois, je l'avais passé au poignet, elle est sympa, mais voilà, l'Oris, je l'ai vu directement sur le site, j'ai flashé. Et on sait pourtant que sur les sites, souvent, le gap est énorme entre le site Ouais, bien sûr. et le passage au poignet. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, j'ai regardé le cadran tout d'un coup comme ça. Pourquoi? Parce que nous venons de passer
On a dû la régler un petit peu pour faire les prises de vue et la date vient de changer et j'ai Ouais. senti le petit clic Le petit cliquet. qui, pour le coup, aurait pu être un guichet date, mais là, c'est l'aiguille. Et j'ai vu l'aiguille se positionner sur la date. Effectivement. Et en fait, ce qui est intéressant, et je voulais t'en parler, c'est comparé à un guichet où on voit sur certaines marques le changement de date s'amorcer. Ouais. Ici, le changement se fait finalement très nettement. Et c'est assez agréable aussi sur une montre de ce type-là d'avoir ce changement qui s'opère immédiatement. Ouais. Ok. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre? Alors, effectivement, c'est assez classique, je pense, comme réponse, mais je vais te dire la couleur bleue. Ouais, mais comme elle n'existe pas qu'en bleu, donc elle n'existe pas qu'en bleu. Il y a une myriade quoi. de couleurs, effectivement, mais ce cadran bleu et le vert saphir qui est effectivement bombé, Ouais. je trouve ça très sympa. Ça lui donne du relief, ça lui donne un peu plus de corps, et c'est vraiment ce que j'aime sur cette montre, ce côté-là. Je comprends. Bien que ce soit un cadeau, mais que tu l'as dit toi-même, hein, je rebondis sur ce que tu nous racontes, il y a un cadeau financier, donc c'est toi qui allais le chercher. Ouais, à l'époque, quand tu l'as acheté, combien ça coûtait une Oris comme ça? Ça coûtait 1500 et j'ai pu l'AD en fait qui la vendait, faisait des discounts de fin d'année, etc. C'était après Noël et donc j'ai pu l'avoir avec 300 € de rabais, donc 1200 €. Ok, donc neuve, tu as une belle boîte, J'ai une belle boîte, effectivement, boîte sur boîte, etc. Sympa, pas ostentatoire, mais sympa. Ouais. Elle fait 40 mm? 40 mm. Ah, c'est marrant parce qu'en la regardant comme ça, les amis, souvent on se fait la remarque, on en voit souvent des montres sur la chaîne, hein, mais elle a une lunette qui est très fine, donc avec un grand cadran. Et généralement, quand la lunette est fine, le cadran est plus proéminent, plus ouvert, et donc on a l'impression que la montre est plus grande que sa taille. C'est vrai. Tu vois? Et là, pour le coup, quand je la regarde, je me dis, mais non, mais moi, j'ai le sentiment qu'elle fait moins de 40, alors qu'elle a une lunette qui est extrêmement étroite. J'arrive pas à me dire à quoi c'est dû. Peut-être la lunette avec un ciselage qui est très très sympa. Et effectivement, tu me demandais aussi un point que j'aime. J'ai envie quand même d'ajouter. Alors un truc qui pourrait être basique, mais c'est effectivement le brossage. Il y a un fin brossage sur les cornes, sur la partie supérieure des cornes. Et je trouvais ça sympa. Et tu vois, c'est un détail justement que je m'en suis rendu compte a posteriori. Effectivement, tu la portes, au début tu focuses sur le vert, tu focuses sur le fond, sur l'aiguille de quantième. Et après tu vois ce petit brossage et tu te dis, ah c'est un nouveau détail que j'aime bien, qui contraste avec le polymiroir. Mais ça fait partie de l'intérêt des montres, ça finalement. C'est de découvrir des choses qu'on n'a pas vues au départ. C'est vrai. Ouais. Et pour le coup, tu disais tout à l'heure que tu avais hésité avec une Hamilton en PVD or. C'est ça. On va dire elle est plus clinquante. Ouais. Tu vois, et là, quand on la regarde comme ça de face et qu'on ne regarde pas du tout sur la tranche où là il y a du polymiroir, elle est extrêmement sobre. Elle est très sobre. Et le or ou PVD or, c'est moins sobre conceptuellement. Absolument. Et effectivement, c'est aussi une… Je ne porte pas des montres pour qu'on regarde mon poignet. Mais effectivement, les gens, finalement, je vois qu'ils ne focusent pas du tout sur cette montre-là. Oui. Et elle passe inaperçue. Et je trouve dans le côté efficace, je le disais aussi, c'est aussi intéressant d'avoir une montre parfois qui se fonde en fait sur toi, qui se fonde dans ta tenue. Et finalement, voilà, le regard n'est pas attiré par la montre. Ouais. C'est tout le concept de la chaîne. C'est-à-dire que là, Séraphin nous dit que finalement, dans la discrétion, il y a l'efficacité. Ouais, voilà. C'est ma conception. Après, tu es d'accord avec moi qu'on pourrait avoir l'effet opposé, c'est-à-dire l'efficacité, c'est tout de suite constater que tu as une belle montre. C'est ça ce que tu recherches. Mais ce n'est pas dans ma conception effectivement des choses. C'est ça. Ok. On a une masse oscillante rouge. Hein. Ça, c'est un des marqueurs historiques d'Oris, ça. C'est un des marqueurs historiques d'Oris, effectivement. Je sens que tu es bien renseigné. Ah, j'ai préparé le quiz, les amis, quand même. Donc, c'est ça. Donc, on est sur un mouvement remontage automatique sur une base de Sellita, SW200. Et aujourd'hui, Oris appelle ça, et je me demande d'ailleurs quand je l'ai acheté, parce que je regardais les specs, etc., je me demande s'ils indiquaient clairement pas sur leur site Sellita SW200, tandis qu'aujourd'hui, j'y suis retourné hier, ils indiquaient calibre 784, quelque chose comme ça. Et finalement, il y a peut-être aussi ce changement-là qui s'est opéré. Du côté de la marque, en fait, maintenant on communique comme si c'était un calibre maison. Mais ça reste quand même une base Sellita. Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que pour le coup, Oris a une longue histoire de manufacture avec la fabrication de ses propres calibres. Finalement, c'est peut-être une des marques qui est la plus, qui pourrait être la plus transparente sur ce qu'elle fait. Combien de marques se sont
positionné sur simplement le Swiss made, avec les marges qui vont avec, et qui n'étaient finalement que des emboîteurs. C'est pas péjoratif d'être emboîteur. Puis de toute façon, travailler avec les mouvements des autres, c'est quand même la base du système même de l'horlogerie suisse, faite de partenariats et d'opérations communes, etc. Et donc, s'il y a bien une marque qui pourrait dire, bah là, j'ai un calibre qui n'est pas le mien, c'est parce que par ailleurs, ils peuvent parfois dire que là, c'est le leur. Le fait que tu saches maintenant, ou que tu aies toujours su que c'était un Sellita, donc finalement pas un calibre Oris. Ouais. Ça n'a pas été un marqueur dans la décision d'achat, surtout, d'autant plus que c'était une de mes premières montres. Donc tu vois, j'étais peut-être moins averti et moins attiré par ce qu'on pourrait appeler des calibres manufacture, etc. Ouais. Et finalement, avec du recul, on voit encore beaucoup de commentaires de ce type. Ah non, je ne mettrai jamais 1500 € dans un calibre ETA, dans un calibre Sellita. Mais finalement, les 1500 €, on les retrouve aussi sur la finition du boîtier, sur la finition du cadran, sur la finition des aiguilles. Ouais. Et je trouve qu'il faut arrêter de penser que le calibre c'est 80% du prix de la montre, parce que finalement tout ce qui va autour, toutes les finitions qui vont autour, pour moi c'est tout aussi important de ce qu'il y a dedans. Ouais, et puis après si elle te plaît. C'est exactement ça. On est dans le problème de qualité-prix finalement. Je sais que ça ne te plaît pas trop. Non, mais elle me plaît beaucoup, mais parce que dans le sens où j'y vois pas bien le truc, mais tu disais, je veux pas 1500 dans un ETA. Est-ce que c'est pas plutôt, tu vois, le fait de se dire depuis quelques années maintenant, puisque si les calibres manufacture, qui veut dire plusieurs choses quand même, se développe, c'est bien parce que à un moment, depuis 10 ans, depuis 2009, ETA avec le Swatch Group veut mettre un certain nombre de marques au pas et arrêter de fournir comme ça toutes les marques, et notamment des marques concurrentes du Swatch Group, que tout d'un coup, pas mal d'acteurs qui n'avaient aucune histoire d'innovation en termes de calibre se mettent à faire du manufacture. Le plus bel exemple de ça, c'est Tudor, qui pour le coup n'a jamais emboîté les calibres Rolex, ou en tout cas, a priori, n'en a jamais fait part et n'en a jamais parlé. C'était des calibres ETA historiquement, Valjoux et ainsi de suite, et qui, en 2015, avec la North Flag, vous verrez une petite montre entre amis sur la North Flag, qui était le premier calibre manufacture, designé par Tudor, mais pas fabriqué par Tudor. Voilà. Donc là-dedans, voilà quoi. Hein. On la sent bien, la masse oscillante qui tourne. Hein. Elle n'est pas très silencieuse. Ouais. Mais par contre, elle est relativement précise. Ouais. C'est ce que j'aime aussi. Donc elle fait le boulot. En fait, elle fait totalement le boulot. Et encore une fois, pour un premier achat horloger, je considère que c'est vraiment réussi et j'en suis vraiment ravi. Quoi. Ouais. Là, tu as un bracelet qui est quoi? Qui est le bracelet d'origine? C'est le bracelet d'origine en cuir. Ah oui, on voit un petit peu Oris. Ouais. Et en fait, ce qui me plaît aussi, c'est que je m'amuse à la changer, de bracelet. Notamment, je passais un strap, un bracelet élastique pour l'été, un bleu. Et finalement, ça se marie super bien avec le cadran. Oui. Et l'autre, j'ai un atto aussi un peu kaki. Et je trouve que ça va bien pour l'été, c'est sympa. Ok, donc d'origine, il t'avait mis bracelet avec les pompes automatiques. C'est ça, le système quick release. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Si je peux me permettre, ils ne se sont pas foulés quand même sur la boucle Ardillon. Hein? Ouais, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Tu la trouves simple? Ouais. Cheap même? Non. Cheap, je sais pas, mais vraiment, vraiment super simple. Et paradoxalement, je me dis que avec une montre, je crois que c'est dans la gamme aviation, ça. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Ils auraient pu mettre quelque chose peut-être d'un petit peu plus soit vintage, soit sportif, etc. Là, on a l'impression d'avoir une boucle d'Ardillon où le brief, c'est bon, faut qu'elle marche, quoi. C'est pas très compliqué de faire une boucle Ardillon quand même. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de réflexion sur le sujet. En parlant de boucle, les amis, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode sur la BRM Gulf, V6 Gulf, pardon, avec une boucle, une tuerie. Si tu l'as pas vu cet épisode, tu verras le boulot qu'il y a sur la boucle Ardillon. Là, franchement, les amis, chez Oris, il faut mouiller le maillot parce que je pense que ça fait quand même partie de toute la satisfaction que tu peux avoir pour une montre. Et on parlait des détails tout à l'heure, effectivement, on va pouvoir être attrapé après par ce détail-là. Ouais, donc on a une grande couronne, d'où le terme Big Crown. Big Crown. Voilà, avec Oris en relief dessus.
Bon, sans les gants, tu arrives à la remonter quand même? Ouais, quand sans t'as les besoin. gants, surtout sans les gants. Ouais, surtout sur les gants. Et oui, parce que Séraphin, il a beau être ingénieur, mais il n'est pas pilote dans les années 30. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, moi, Séraphin, c'est la façon avec laquelle la lunette est posée sur, sur la carrure, là, avec en fait comme si elle était un petit peu intégrée. J'espère Ouais. que vous le verrez, les amis, sur les images, qui lui donne beaucoup de finesse Ouais, c'est vrai. visuelle. Elle est douce. C'est vrai. Hein, elle est douce, cette montre. Bah, je comprends pourquoi, dans Duel Time, à chaque fois que je mets une Oris Point Date, ça ramasse les votes. Je me demande même si Maxence, salut Maxence, qui était passé avec sa Acquis Date, Oui. je me demande si c'est pas un grand fan de cette Point Date également. Tu as vu le 4, très Le vintage 4 aussi. est très, effectivement, très arrondi, très beau. C'est une belle montre, bien équilibrée, avec une complication date. Il me semble avoir vu ça sur quelques modèles comme ça, avec aiguille. Je me demande s'il n'y en a pas une chez Longines qui fait pareil. Actuellement, Je crois. Ça se Ouais. trouve, je vais dire des bêtises et on va le reprendre dans les commentaires, les amis, c'est pas grave. Même moi, là, je suis hésitant et tout ça, non pas que je ne sais plus comment enchaîner, mais en fait, je me demande si je suis pas en train d'enchaîner sur les questions du quiz, tu vois. Donc, Ah oui, tu te mélanges aussi. eh oui, s'il y a un quiz et je lui donne les réponses avant, ça vaut pas le coup, sachant que la casquette, là, il l'a repérée, il est en train de la regarder. Elle lui fait les yeux doux, mais ça, on verra tout à l'heure avec le quiz. Les amis, Séraphin, on enchaîne pour la séquence souvenir. Alors, donc tu as eu celle-là quand tu es devenu ingénieur, donc on devient ingénieur à quel âge en France? On devient 22, ingénieur 23, si on a un parcours classique à 23. 23. Donc classique veut dire si on n'a pas 22. doublé. 22, je pense, 22. même peut-être, ouais. Classe. Bon, moi je l'ai eu du coup un peu plus tard. Ouais, tu es ingénieur en quoi? Je suis ingénieur en mécatronique. Mécatronique. C'est beau, hein, c'est beau. Je connais le méca-quartz qui permet de cumuler le quartz et le mécanique dans une montre chronographe. Et du coup, la mécatronique, c'est l'alliance de la mécanique et de l'électrotechnique. Donc globalement, c'est tout ce qui va être la science des robots, l'alliance de la mécanique qui va constituer le corps même des robots, et de l'électrotechnique, les moteurs qui vont faire se mouvoir le robot. C'est bon ça, comme le SMH, hein, Société de microélectronique et d'horlogerie, qui est devenu le Swatch Group. C'est vrai. Tu bosses dans l'horlogerie? Non, je ne bosse pas dans l'horlogerie et même pas dans le technique. Oh là là, franchement, en voilà un qui fait des études et il ne les exploite pas, mais il a l'air heureux comme tout, donc c'est pas grave. Quel âge as-tu, Séraphin? Alors, je vais avoir 27 ans bientôt. 27 ans. Ouais. Hein, donc ça fait 4 ans qu'il est ingénieur. Vous voyez, c'est bon, on a déjà ça. appris un truc. C'est ça. Comment tu as démarré là-dedans dans les Alors, montres? Dans les montres, finalement, on demande souvent est-ce que c'est la famille? La réponse est non. Est-ce que c'est des copains? Ouais. La réponse est non. Je pense que je me suis mis tout seul. Alors j'ai toujours été assez curieux par comprendre des choses, comprendre comment fonctionne un moteur de voiture, voilà, ce genre de choses. Et finalement, je me suis trouvé dans l'horlogerie, cette passion peut-être, pas cette passion, mais cette envie de découvrir la mécanique, comment est-ce qu'on peut donner l'heure à un mouvement fluide et qui est constant et qui est le même à travers le monde, comment est-ce qu'on peut l'obtenir à partir de rouages, à partir de ressorts et à partir de pièces mécaniques. Ouais. Et je pense que c'est cette envie-là qui fait que, voilà, avec peut-être le côté aussi bel objet, qui fait qu'aujourd'hui je m'intéresse à l'horlogerie. Donc, à quel moment, justement, tu as fait ce lien entre les études que tu as démarrées, trucs, machin, et que tu t'es rendu compte que tu pouvais avoir au quotidien près de toi, à savoir sur ton poignet, justement quelque chose qui évoque le secteur d'activité ou dans lequel tu aurais pu aller, mais qui n'est pas le cas, tu vois. Et éventuellement, est-ce que ça a nourri ton intérêt pour le sujet? C'est-à-dire, dans l'autre sens, tu as constaté où tu savais que tu avais des montres mécaniques et c'est une des raisons pour lesquelles tu es allé dans ces études. Tu vois, c'était dans un sens ou c'était dans l'autre? Je pense que c'était mes études avec peut-être toujours cette discussion qu'on entretenait sur la mécanique de par mes études qui font que je me suis intéressé à l'horlogerie. Et effectivement, aujourd'hui, je pourrais le dater, je pense que c'était en plein milieu de mes études, donc tu vois, au début de mon école d'ingénieur, où finalement j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai commencé à m'intéresser aux montres, à vouloir m'en procurer une. Et j'ai attendu justement le moment qui me semble un moment important, tu vois. Je trouve ça bien de pouvoir marquer ce coup-là avec l'achat d'une montre qui est mon diplôme. Ok, je comprends. Donc ta première montre alors, c'était laquelle? Alors ma toute première montre, la toute première, donc là c'était vraiment quand j'étais petit, c'était une montre
tu sais, dans certains supermarchés, à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, tu avais des systèmes de fidélité, de points cadeaux que tu pouvais avoir. Et avec ces points, tu pouvais avoir des choses qui étaient dans une vitrine. Et dans une vitrine, il y avait une montre avec un verre, qui était sûrement pas un verre, mais un plastique, qui était très bombé, et avec un disque qui donnait les secondes, un gros disque comme ça en plastique qui était transparent, et dessus, il y avait une aiguille qui était imprimée. Et donc finalement, on n'avait pas d'aiguille, mais on avait un disque sur lequel il y avait un trait et qui tournait pour donner le… Et c'est une montre avec un bracelet transparent, vraiment très bombé. Désolé, je ne l'ai pas, je ne sais plus où elle est. Mais c'était ma toute première. C'était une montre à quartz, tu penses? Ouais, c'était une quartz, mais tu vois, ça permettait d'apprendre à lire l'heure justement. Je comprends. Donc ça, c'est ton premier souvenir horloger? Ouais, ça c'est mon tout premier. Et après, j'ai eu les fameuses Casio avec rétroéclairage, qui donnaient un rétroéclairage sur la mienne orange. Et j'avais des potes qui en avaient une avec rétroéclairage bleu. Et moi, j'ai été orange, donc ça changeait, et c'était la frime. De la classe internationale. Et à l'époque, tu vois, il fallait que ta montre, elle envoie pour te différencier là où tu es plus allé sur de la discrétion efficace. Ouais, effectivement, c'est vrai. C'est c'est une bonne analyse. Ouais. Merci. Alors, est-ce qu'il te reste encore une montre de tes premiers émois horlogers ou… Alors, j'en ai une. Attention, la voici. Alors tu vas voir, elle a un petit souci. Et donc ça c'est une montre, c'est une fashion watch finalement. C'est une montre Calvin Klein. Et c'est une montre que j'ai eue je pense quand j'avais 18 ans. De la part de mes parents. Donc, effectivement je leur avais dit aussi j'aimerais bien une montre à Noël, j'aimerais bien une montre, je pense que c'était à Noël. Et donc ils m'avaient acheté ça. Voilà, simple. Et effectivement je leur avais dit j'aimerais bien celle-ci. Donc tu vois très simple, très… justement, je pense aussi très fine finalement et pas du tout tape à l'œil. Bon, j'achèterais plus ça aujourd'hui, mais en plus tu vois que tous les chiffres tous les index sont tombés, se sont décollés. Bien sûr. J'ai une copine qui a fait tomber la montre elle était sur le bar et du coup, effectivement, tout est tombé. Et j'avais appelé, je l'avais emmené voir pour réparer et tout le monde me disait que non, c'était pas réparable. Et quand tu revois des deux aiguilles très sobres comme ça t'y fait penser, tu regardes encore ce style de montre ou pas du tout? Aujourd'hui, plus trop. Parce que là, on est en… 36, je crois. Ouais, peut-être même 32, c'est vraiment petit. Ouais, c'est vrai. Très simple. Tu as des superbes modèles classiques. Très, très beaux. Qui existent chez bien nombre de marques à deux aiguilles, comme ça. Mais c'est quoi le marqueur du temps avec ce modèle-là? C'est juste que c'est celle que tu conserves et tu t'en souviens. Enfin, tu vois, c'est le… Effectivement, aujourd'hui, je la garde comme un souvenir et je l'ai dans ma marmotte à côté des autres. Je ne la porte jamais. Je sais qu'elle marche encore. Il suffirait de changer la pile. Les index ne bloquent pas les aiguilles. Mais voilà, effectivement, je pense que c'est le côté souvenir et le côté que elle marche encore. Donc, on ne sait jamais. Et je trouve que ça fait un petit côté… alors, je ne sais pas comment on pourrait… Tu sais, sur certaines… pendules, certains tableaux, je crois que c'est chez Dali, non? On a ces aiguilles qui sont, ces pendules qui sont toutes déformées. Et ça me fait un peu penser à ça, les index tombés dans le fond. Je me souviens plus, souvent je l'ai utilisé dans des quiz, etc. C'est on va dire le concept des montres molles, le temps qui se repose. Et en fonction de comment on est dans sa tête, avec plein d'énergie ou pas, est-ce que le temps passe plus ou moins vite? Vaste sujet philosophique, les amis. Séraphin va s'allonger, il va m'expliquer évidemment pourquoi il voit ce genre de choses là-dedans. Donc ça, c'est un souvenir que tu as, etc. Et puis après, tu es passé à la Oris que tu as eue pour ton diplôme. Ouais, c'est ça. Et puis écoute, comme je pense beaucoup d'invités que tu reçois, une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage… oui. Ça se développe et du coup j'ai développé aussi bien mon envie d'avoir de nouvelles montres mais en même temps mon appétence je pense pour découvrir le milieu, comprendre davantage comment marche un spring drive, comment marche une… Voilà. Et tu vois c'est ce genre de choses qui font aujourd'hui que j'aime beaucoup ce milieu parce qu'on apprend tous les jours dans toutes les maisons et c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est magique les amis et justement en parlant d'apprendre on va voir ce qu'il en ressort et quelles sont ses connaissances sur Oris. Je crois que le quiz ne concerne qu'Oris, mais j'en suis plus sûr. Allez, on enchaîne pour le célèbre quiz. Alors, Séraphin, je t'ai préparé quelques questions. Peut-être qu'on en a déjà parlé, je ne sais pas. Il a les yeux qui frétillent. Et oui, parce que dans l'axe de la caméra, il y a la célèbre casquette Daily Shoes à gagner que je mets là, juste là. Elle te regarde. Tu me nargues. Voilà. Donc, en fonction de ce que me dira la prod dans mon oreillette, on verra qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour gagner cette montre. Alors,
Première question, t'es prêt? Parti. Apparue dans les années 30, la complication point to date a disparu, puis est réapparue en 1984, en 1990 ou en 2002. C'est une excellente question, ça, Xavier. C'est issu du site internet de Tudor. Tudor, vous avez vu, j'ai enregistré un épisode sur une Tudor il y a quelques minutes de Horis. Alors ça tombe bien que tu me parles de site parce que je pense qu'on a consulté le même. Et du coup, je dirais 84. Elle est réapparue en 84. Ouais. Mais il a bien bossé le mec, bonne réponse. Et oui, comme quoi on le voit bien que pour innover, il faut quand même regarder dans le rétroviseur. Ouais, c'est vrai. Et si on veut faire différemment, là il faut disrupter. Et là c'est beaucoup plus risqué pour une marque horlogère d'aller sur des sentiers nouveaux. On l'a vu avec Audemars Piguet avec sa code 1159 qui a tout changé. C'est pas facile, c'est dommage parce que c'est une superbe montre. 1990, tu sais à quoi ça correspond? Une complication? Non. Non. C'est le slogan, nouveau slogan de Horis. Je connais même. High Mech. Ok, ok. Tu vois, toi qui es dans la mécanique, l'électronique, qui était dans la robotique, etc. J'aurais dû connaître. Tu vois, ça montre bien qu'à l'époque, ils valorisaient déjà le fait qu'ils sont en manufacture sur le sujet en termes de fabrication de calibre, sachant que maintenant, ce qu'ils mettent en avant, c'est The New Standard. Et puis 2002, c'est l'avènement du rotor rouge que l'on peut voir sur ta Horis. Écoute, c'est pas mal du tout. Tu mènes 1-0. 1-0. Il est chaud, il a envie, mais vous le savez, le règlement peut changer. Donc on ne sait pas si avec une victoire, il pourra repartir avec une casquette ou non. Ça, c'est la production qui décide. Deuxième question. Cherchez l'erreur parmi ces caractéristiques du calibre manufacture Horis 400. Eh oui. Le fameux. Le fameux qui est valorisé d'un point de vue de la communication par Horis avec The New Standard, le nouveau standard. Alors, réponse A, il arbore le poinçon de Genève. Attends Xavier, est-ce que tu veux dire les autres propositions? Oui. D'accord, vas-y. Il me chauffe les amis, c'est beau. Réponse B, sa réserve de marche dépasse les 100 heures. Réponse C, il est garanti 10 ans. Alors, le calibre 400, il m'a fait de l'œil effectivement quand il est sorti. Grosse communication, belle communication. Mais alors du coup, effectivement, les 10 ans, je sais qu'il est garanti 10 ans. Oui. Je sais aussi que sur la masse oscillante du rotor, ça représente un petit nounours. Un petit peu l'emblème d'Horis. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas le poinçon de Genève. En fait, il me dit qu'il sait, il me chauffe, et là, il essaie de me gratter la réponse. Moi, j'en sais rien. Donc, il y a une erreur parmi ces trois affirmations. Ouais. Est-ce que le calibre 400 a ou non le poinçon de Genève? Est-ce que sa réserve de marche dépasse les 100 heures, oui ou non? Et est-il garanti 10 ans? Donc, moi, je dirais qu'il n'a pas le poinçon de Genève. Bingo! Bonne réponse! Bonne réponse. Ah oui, alors le poinçon de Genève, on en a déjà parlé sur la chaîne. Ça date de 1886. C'est plutôt, on va dire, réservé à qu'on pourrait qualifier de haute horlogerie, puisque ça vient sanctionner, dans le sens d'un poinçon, le mouvement, les finitions, l'origine des pièces, les anglages, l'artisanat, les matériaux, etc. C'est bien plus vaste qu'une certification de précision. Même si le standard du poinçon de Genève en termes de précision est inférieur au COSC par exemple, etc. C'est un calibre qui est garanti 10 ans, mais il y a une condition. Tu sais laquelle? Révision dans un réseau Horis. Non. Non, je ne l'aurai pas. Il faut que vous l'enregistriez sur MyHoris. Ok, ok. Et oui, pourquoi? Parce que la marque a quand même besoin de savoir qui vous êtes, puisque les marques sont distribuées dans du retail, donc en distribution indirecte, où c'est le distributeur et éventuellement détaillant derrière qui vend la montre et non pas la marque directement, sauf si elle la vend en ligne. Donc c'est une façon de capter les coordonnées du client, mais garantie 10 ans, c'est clairement un nouveau standard
très très éloigné de bien des montres qui sont garanties 2 ans, quelques-unes 5 ans. Je gère le coûte 8 ans maintenant. 8 ans. Okay. Voilà, pour certains de leurs modèles. Bonne réponse, réserve de marche 5 jours, 120 heures. C'est sympa comme calibre. Ah ouais. Ils ont quand même posé leur… belle réussite. Mais alors, base. là où je n'ai pas compris, la masse oscillante n'est pas teintée de rouge. Non, c'est vrai. J'ai trouvé ça surprenant alors qu'ils avaient un peu imposé cette marque de fabrique. C'est dommage. Tu mènes de 0. Ça me fait plaisir. Voilà. Et donc là, vous voyez, je suis un peu perdu et tout ça parce qu'à l'oreillette, on me dit que la casquette, il faut gagner 3-0. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y avait eu un partout, ça aurait été 2-1. C'est vrai. Et oui, voilà. C'est terrible quand il n'y a pas de règlement. Et bah, forcément, parfois, ça change. Troisième et dernière question. En quelle année est née la première version de la montre Oris Big Crown? Aïe, 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 aïe. Réponse A, 1927. Réponse B, 1938. Réponse C, 1952. Donc du coup, je vais dire 1938 la réponse. Eh oui, t'as pas douté quand même. Non, je n'ai pas douté. La première phrase qu'il a donnée dans cet épisode, c'était 1938. Et oui, c'est clairement la date de lancement de cette fonctionnalité. 1927, chose intéressante, pour le coup que je ne connaissais pas, que j'ai appris, que je trouve très utile, c'est Jacques-David Lecoutre, qui devient président du conseil d'administration d'Oris. Donc là, on voit bien les liens entre les manufactures, le rapport entre les différents acteurs du marché. C'est un petit monde, mais fait de partenariats, fait d'échanges, etc. Oris n'a pas appartenu à Gégère Lecoutre. Vacheron Constantin a appartenu à Gégère Lecoutre pendant quelques années. Mais effectivement, ça c'est en 1927 et en 1952, c'est la date de sortie du premier calibre manufacture automatique d'Oris, le calibre 601. Ok. Voilà. Donc des mouvements, ils en font et puis n'oublions pas qu'Oris c'est une maison qui est indépendante. Et c'est ce qui me plaît aussi. Je voulais le dire dans la première partie. Je suis là pour t'aider. Mais merci Xavier. Maison indépendante, donc on peut faire un peu plus ce qu'on veut, moins de pression des actionnaires, moins de pression sur la rentabilité, probablement une plus grande liberté pour imaginer le futur à long terme et non pas à court terme. Mais aussi peut-être moins de visibilité, moins de budget dans le marketing. Et du coup, effectivement, c'est une marque qui n'est pas connue, j'ai l'impression, hormis de certaines personnes qui ont déjà un pied dans le milieu. Bien sûr. Alors, pour autant, si on va sur le site d'Oris, tu verras qu'ils sont sponsors et partenaires d'énormément de sportifs, d'aventuriers, etc. Mais effectivement, ce n'est pas la marque à laquelle on pense directement, mais ils sont engagés avec des ONG, etc., comme bon nombre de marques. Tonnerre d'applaudissements pour notre ami Séraphin qui part avec une belle casquette qui pourra arborer cet été. Il est tout bronzé comme tout, etc. Il avait besoin d'une casquette, manifestement. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante. Recto verso. 26 ans, toutes tes dents, intéressé par la mécanique, ingénieur, intéressé par l'horlogerie. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te palpitent dans la vie? Alors, il y a d'autres choses qui m'ont intéressé, qui m'intéressent toujours, mais à moindre mesure, je dirais. Je vais t'en donner deux. Je ne vais pas pouvoir en parler pendant des heures parce que c'est effectivement peut-être plus ma passion forte actuellement. C'est l'horlogerie. Mais le premier, c'était l'aéronautique, tout ce qui vole. Effectivement, j'ai fait la toute première partie de mes études dans l'aéronautique. Et donc, j'ai eu la chance d'être au contact justement de tout ça tous les jours et d'être avec des personnes dont c'était leur passion aussi, vraiment leur métier même. Et donc, finalement, l'aéronautique, c'est comment ça vole, toujours comprendre pourquoi ça vole, comment ça vole. Donc ça, j'ai pu l'apprendre lors de la première partie. Mais après, c'est aussi surtout les machines et surtout les avions. Donc, j'ai eu la chance de faire 2 stages chez Airbus à Toulouse et d'aller sur les chaînes d'assemblage, par exemple, de la 380, quand il était encore produit. Le premier vol du 350 depuis les bords de la piste avec tous les ouvriers Airbus et toutes les équipes d'Airbus. Donc ça, c'était vraiment un super moment. Et donc, j'ai vraiment pu concrétiser ce rêve-là, enfin cette passion-là, dans ces 2 stages. Et donc ça, c'était une vraie passion, c'était très fort. Et pour le coup, tu as acheté une Oris Big Crown de la gamme aviation. C'est vrai. Et en fait, j'ai pas du tout pensé. C'était pas pour ça. Mais donc ça, c'était vraiment ma passion. Ça l'est un peu moins. J'ai un petit peu piloté aussi. J'ai pris des cours, etc. Mais voilà, j'ai pas acheté ça pour ça. Donc voilà ma première un petit peu passion. J'ai vraiment passé des années là-dedans où j'adorais. Et la deuxième, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt sur l'alcool. Ça va être le rhum.
Et j'adore le rhum, j'adore… C'est bon ça. C'est bon, t'aimes Ouais, bien? c'est bon à tout point de vue. Mais de quel rhum va-t-il nous parler? Du rhum agricole ou alors du rhum d'autres traditions de rhum dans les Antilles non francophones? Effectivement. En fait, je dirais qu'il y a deux types de rhum pour moi. Ouais. Il y a le rhum que tu vas prendre au moment de l'apéritif, anti-punch notamment, j'adore ça. Rhum blanc, plutôt rhum effectivement guadeloupéen, martiniquais. J'ai ma préférence pour le damoiseau. Ouais. En rhum blanc. Et après, tu as les rhums, plutôt, je considérerais ça comme étant des digestifs. Ouais, pour après le repas. Les premiers dont tu parles là, c'est du rhum agricole. C'est du rhum agricole blanc. Ouais, donc grande tradition française, Martinique, Guadeloupe, Réunion, etc. C'est ça. Donc c'est une façon de faire bien particulière Alors, qui est différente du rhum de digestif dont tu vas parler. Absolument. Parce qu'en fait, le rhum blanc, guadeloupéen, martiniquais, je ne sais pas pour le réunionnais, je suis désolé. Mais effectivement, c'est le seul rhum qui a des appellations. Donc, appellation d'origine contrôlée, protégée, un des deux, je ne sais pas. Et effectivement, les autres rhums sont des rhums qui vont être pas forcément issus de ces méthodes de fabrication-là et qui sont des rhums du coup différents. On va avoir certains rhums où effectivement, ça va être des rhums issus de mélasse, où ça va être des mélanges de plusieurs rhums, etc. Et donc j'aime bien comme ça pouvoir goûter différents rhums. J'ai la chance dans la famille d'avoir qu'on ait une petite collection de rhums et de pouvoir justement, tu vois, à la fin d'un repas, prendre 2-3 bouteilles et justement pouvoir goûter et le goûter à plusieurs reprises. Ouais, mais si là ça veut dire qu'on passe, je voudrais que tu me précises un truc. Tiponche, c'est différents jus de fruits avec du rhum. Non. 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 Ah non, ça c'est le. Non, ça c'est le punch. Ouais, ça c'est le. Ouais, c'est le punch. Non, le tiponche, c'est simplement du zeste de citron vert avec un peu de sucre et du rhum. C'est ça. Ok. Ça, donc tu as la version brésilienne avec la caipirinha. La caipi, c'est ça. Voilà, donc qui est du rhum agricole de canne à sucre mais fait au Brésil. Ok. Quand tu viens sur la partie digestive, tu es sur le même rhum agricole mais qu'on va appeler de rhum vieux, c'est-à-dire qui a vieilli en fût, etc. Ou alors tu nous parles de ce qui est plus, moi qui me parle moins parce que j'aime moins et je crois que c'est fabriqué différemment. Dites-nous les amis, ou peut-être que tu sais, etc. C'est tout ce qui est rhum dominicain, etc., diplomatico et ce genre de choses, plus doux, plus sucré, et ça s'appelle rhum, mais en fait c'est deux breuvages différents, les amis. Quoi. Mais en fait j'aime les deux. Mais quand tu parlais des Dijon, c'était lesquels? C'était les deux, parce que finalement moi je bois les deux en Dijon. Donc effectivement, on sait très bien qu'il y a des rhums qui sont, on pourrait appeler ça un peu frelatés, un peu mélangés. Donc ils rajoutent des choses, bon peut-être un peu de sucre, des choses. C'est pas forcément que du naturel. Et effectivement, on a les rhums vieux martiniquais, guadeloupéens, un vieux Clément, un vieux Damoiseau, etc. qui sont des rhums, des purs rhums qui ont juste vieilli dans des barriques pendant un certain nombre d'années. Mais effectivement, on a quand même certains rhums qui peuvent venir, je sais pas, du Pérou, ce genre de pays, vraiment des rhums exotiques, où on a quand même des saveurs qui sont sympas. Alors effectivement, pour les puristes, ce sera peut-être pas du rhum parce que ça sera issu de différentes techniques. Mais c'est quand même sympa, je trouve, d'avoir les belles bouteilles à chaque fois, de voir ces différentes saveurs. Mais au final, l'alcool, que voulez-vous, à un moment ou à un autre, on y cherche le goût, le plaisir, la relation avec le viticulteur, si on est dans du vin, avec celui qui cultive la canne à sucre, le blé, l'orge, enfin tout ce il y a plein de façons de regarder le truc. Qu'est-ce qui t'a fait arriver au rhum, plutôt qu'au gin, plutôt qu'au whisky, plutôt qu'à la bière? Alors, je pense que le rhum, c'est de part effectivement des voyages dans les Antilles. Mais après, ce qui me plaît dans le rhum, c'est ce côté peut-être plus fruité et peut-être moins tourbé qu'on aurait par exemple dans le whisky. Effectivement, j'ai du mal à boire du whisky, je trouve ça trop fort, trop tourbé. Et en fait, le rhum, j'arrive vite à le trouver plus fruité, plus odorant, enfin voilà, j'y prends plus de plaisir. Ok. Et c'est pour ça que j'y suis aujourd'hui, mais effectivement, ce n'est pas le côté relationnel avec les cultivateurs de canne à sucre ou quoi que ce soit. Tu nous as parlé de Perlaba, d'accord, comme rhum. Non, j'ai pas dit ça. Si, tu as dit lequel? J'ai dit damoiseau. Ah oui, pardon, Perlaba, c'en est un autre. Ouais. Ok, damoiseau, ok. Donc ça, damoiseau, c'est bien pour un petit punch. Pour un petit punch, c'est Qu'est-ce que tu recommandes aux amis abonnés de la chaîne s'ils veulent se faire pas un petit punch, mais un punch, voilà, donc avec du jus de fruits. Un autre rhum? Franchement, non. On va pouvoir prendre le même. Un damoiseau, c'est bien. Damoiseau. Par contre, si on veut un rhum, peut-être pour le digestif, moi j'ai un super rhum qui vient du Mexique, qui s'appelle le Pixan,
Pixan. Pixan, peut-être, je ne sais pas trop comment on le prononce, Ouais. qui est top. Et tu vois, c'est une belle bouteille, une belle boîte. Et voilà, Et on trouve ça où? on trouve ça dans les caves ou sur certains sites spécialisés. Ouais. Je l'ai acheté en cave, voilà. C'est facile à trouver. Ah bah voilà les amis, c'est la première fois qu'on parle de breuvage, hein, d'eau de vie, etc. Il y a plein de choses à voir. Tu te documentes beaucoup sur ces trucs-là, tu lis beaucoup, tu testes beaucoup. Non, c'est quoi la mécanique? Ouais, malheureusement, c'est peut-être plus par le test Ouais. où j'en apprends. Et effectivement, on aime bien se faire des cadeaux dans la famille. Effectivement, c'est mon père qui est fan de ça, donc il a sa petite collection et on aime bien avec mes frères lui faire, tu vois, Ah bah voilà. ajouter des bouteilles à la Voilà. collection pour. Voilà. Il fallait bien qu'il y ait un truc familial, les amis. Ce n'est pas le paternel qui avait une belle montre sur lequel Séraphin lorgnait. En fait, c'est sur sa cave. Bravo papa, on s'est bien régalé. Et avec Séraphin, la suite de la famille est toute trouvée. C'est ça. On enchaîne les amis pour conclure sur ta prochaine montre. Ah là là. Parce que là, ça fait 4 ans que tu l'as quand même, celle-là, hein, Ouais. quasiment 5. 27, tu as bientôt 30 ans. Ouais. Il va pas falloir tarder à réfléchir à la suite. Hein. Ouais. Alors, effectivement, c'est le problème. C'est le problème. On en a parlé, hein, on met ça et voilà, on en est jusque-là. J'ai quand même développé ma collection depuis que j'ai celle-ci. Ouais. J'en ai acheté quelques-unes. Par contre, pour la prochaine à proprement parler, c'est pas facile. Je Oui. t'avoue que je viens d'en recevoir une il y a un mois, donc je suis quand même encore très dans la nouveauté et très content de découvrir ma nouvelle montre que je viens de recevoir il y a un mois. Ouais. Mais j'ai déjà quelques petites C'est idées. laquelle que tu as reçue? J'ai reçu une grande Seiko Spring Drive. Ah ben voilà. Très très sympa, j'adore. Ouais, un modèle plutôt plongé, plutôt Non, diver, j'ai un très modèle, classique. un modèle sur la base de la 44 GS avec la boîte de la 44 GS. C'est la SBGA 285. Ouais. Donc c'est vraiment fond noir, Ouais. mat. Effectivement, on sait que Grand Seiko fait des cadrans qui sont superbes. Ouais. Donc là, c'est un cadran qui est mat, assez finalement peut-être classique. Mais bon, j'adore encore une fois et c'est pas du tout tape à l'œil, pas du tout très très sobre et Donc j'adore. la descendante de la célèbre 44 GS, hein, qui est là, C'est ça. qui est peut-être la pierre angulaire sur les modèles habillés C'est ça. de Grand Seiko. Du design des boîtes de Grand Seiko. Donc j'ai reçu celle-ci et puis effectivement avec le Spring Drive, cette fameuse Ouais, trotteuse totalement fluide, linéaire, j'adore. bien sûr. Et donc ensuite pour vraiment la prochaine, alors j'en ai une qui me fait de l'œil, Ouais. du côté de chez Omega, Ouais. donc repasser sur un mouvement mécanique 100%, ce serait l'Aquaterra. Oui, Et l'Aquaterra, pourquoi je l'aime bien? On parlait tout à l'heure du côté aussi un petit peu sobre. Et en fait, c'est une montre chez Omega qui n'est pas très connue. Chez Omega, tu penses au Diver 300, ouais, Seamaster. Seamaster 300, pardon. Tu penses bien sûr à la Speed, ou tu penses même au Seamaster 100. Oui, Si non, mais je- c'est dans les gammes Speed, Seamaster, Deville Ouais. et puis Constellation. Constellation, on va dire, c'est la troisième très très connue de collection. C'est ça. Aquaterra, c'est plus récent. C'est que c'est plus récent. Oui, c'est plus récent. Ça ne fait pas partie Ouais. des modèles et des collections qui sont sorties dans les années 50-60. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce que j'aime bien aussi sur l'Aquaterra, c'est qu'elle existe en 38, 39, 40, 41. Et encore une fois, puisque j'aime pas dès que ça dépasse les 40, enfin, c'est pas que je n'aime pas, mais c'est que je suis moins à l'aise. Ouais. Mais en fait, je pourrais trouver mon choix et mon bonheur sur une Ouais. montre comme ça. Ouais. Et là, tu serais quoi? Cadran de quelle couleur? Alors, j'aime bien le cadran. Ils font des cadrans sympas avec effectivement des sortes de vagues ou des sortes de choses comme ça. J'aime bien le cadran bleu et j'aime bien, ils ont un cadran olive aussi. Sur cuir ou sur Non, acier? sur acier. Sur acier? En fait, effectivement, sur la GS que j'ai reçue il n'y a pas longtemps est ma première sur acier. Et je dois dire que j'étais un peu réticent et en fait, j'adore. Je trouve ça vraiment confortable, j'avais peur. Et en fait, je trouve ça super. Oui, et puis rien ne t'empêche derrière, que ce soit sur ta Grand Seiko ou sur une Aquaterra, de passer avec un bracelet cuir. C'est ça. Ils ont forcément, et s'ils n'ont pas, c'est pas grave, tu trouveras une boucle ardillon standard. C'est un projet pour quand déjà? Tu as une idée ou tu es en train de défraîchir là? Non, les boutiques viennent de rouvrir. Ouais. Donc je pense que je vais peut-être aller voir un petit peu. Mais en même temps, je dis ça se trouve, je vais l'essayer, ça va pas me plaire. Et j'ai quand même très envie de retourner voir chez GS qu'est-ce qu'ils font d'autre aussi sur la fameuse Snowflake, etc. Oui, bien sûr. Donc, je suis vraiment pas arrêté actuellement. Et je pense que c'est quelque chose, vu les budgets qui vont plutôt venir pour la fin d'année, quelque chose, tu vois, plutôt peut-être fin 2021, Ouais, 2022. ouais. Puis bon, tu es dans la NAS.
Ouais. Eh ouais, il est prisonnier, il s'est fait attraper par la NAS, hein, voilà, donc il fait partie des passionnés de monde, c'est pour ça qu'il est là sur la chaîne. Séraphin, merci beaucoup. Merci Xavier, c'était top. Les amis, si vous avez suivi, bah, c'est extrêmement simple, Séraphin, il a rempli un formulaire sur ce site internet. Eh ben voilà, www.dailyshoes.fr. Vous remplissez un petit formulaire, vous m'expliquez la marque, le modèle dont vous voulez parler, et puis en fonction d'où vous habitez, on trouve un moment pour enregistrer une petite vidéo. Le truc il est simple, hein, c'est de donner la parole à des anonymes qui racontent leur montre et qui partagent leur avis et forcément leur expérience sur leur montre. Donc si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Les amis, à bientôt, Séraphin, ciao ciao. Salut Xavier. Bye bye.